C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous. Je m'appelle Judith Fournier. Euh, pour ceux qui me connaissent, je suis team lead de l'équipe Customer Success Manager chez DI. Et puis aujourd'hui, en fait, je suis entourée d'Alexandre Thoin et Pascal Gay pour le webinaire portant sur les tendances du marché. Donc, je vais vous laisser la parole dans quelques instants. Petit rappel, évidemment, on vous invite fortement à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation en utilisant la boîte à cet effet. Et puis, l'enregistrement, en fait, sera partagé après la présentation, là, quelques jours suivant l'événement. Et puis, nous sommes toujours disponibles, évidemment, pour creuser davantage les sujets si vous en avez besoin. Donc, sans plus tarder, je vous cède la parole, Pascal, Alexandre, pour le début. Merci, Judith. Pascal. Merci, Judith. Oui, je vais commencer tout de suite en m'excusant d'avance parce que j'ai une grippe et elle ne veut pas partir, ça fait 2 semaines. Alors, j'ai une toux, alors je vais me mettre sur mute le plus souvent possible. Je vais essayer de ne pas trop tousser dans vos oreilles, mais je m'excuse déjà à l'avance. Ça me fait plaisir d'être là avec Alexandre. C'est pas la première fois, ça fait des années, ça fait plus de 10 ans. Alexandre, ça va faire 10 ans cette année que tu es avec nous? Ça fait 10 ans, je me souviens jamais. Ça a fait 10 ans, je suis vieux. C'est correct. Ne parlons pas de mon âge. Non, c'est ça, exact. Donc, Alexandre est en charge vraiment de tout ce qui est tes opérations chez Dialogue Insight. Moi, je suis la présidente de Dialogue Insight, donc ça nous fait plaisir d'être avec vous. C'est sur une mode très discussion. Moi puis Alexandre, on va intervenir, on va parler. On a chacun nos slides, mais on va quand même intervenir chacun notre tour. Si vous avez des questions, comme disait Judith, à la fin complètement, puis si vous voulez creuser d'autres sujets, on est là pour ça. On va commencer un peu d'entrée de jeu qui est DI. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me connaissez parce que je sais qu'on a plusieurs de nos clients utilisateurs qui sont avec nous. Donc, Dialogue Insight, en fait, on est un leader en solutions accessibles d'hyper-personnalisation. Ça veut dire quoi? Nous, ce qu'on développe, c'est des technologies qui vont permettre à nos clients de pouvoir vraiment exploiter leurs données et de pouvoir communiquer de façon efficace avec leurs clients. Que ce soit, on a des clients tout azimut, là, on a autant dans le retail, on a des associations, on a différents types, là, vous voyez quelques noms ici en bas. C'est drôle, justement, j'aime ça quand on parle de la CEPAC. La CEPAC, c'est le premier client avec lequel on a fait de la recommandation de produits il y a de cela. Et j'étais au Québec, il y a de ça plus de 15 ans. Je pense qu'on a fait un projet avec eux de recommandation de produits. Donc, quand même, peut-être un peu moins de 15 ans, mais quand même, c'est un client avec lequel on a fait des choses. Quand on parle d'accessible, ce qu'on veut, c'est dans le fond offrir des plateformes qui sont disponibles et qui peuvent être accessibles à des équipes marketing sans nécessairement besoin de gens BI. On est 75 employés experts. On fait plus de 330 millions de messages envoyés à tous les mois. Donc, on a quand même plusieurs clients, plusieurs marques qui travaillent avec nous. Alors, sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet qui est justement l'hyper-personnalisation. On voulait faire un petit état du marché actuellement. Donc, pour ceux qui étaient là à l'automne dernier avec Sébastien Giroux de Numéa, on a fait le lancement de la grille de maturité en personnalisation. D'ailleurs, on a fait un webinaire ensemble. Là, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez le voir sur notre site web là, où est-ce qu'on explique ce qui sous-tend cette grille de maturité-là. Ce qu'on se rend compte, dans le fond, c'est que la majorité de nos clients, la majorité des entreprises sont au niveau 2, 3 et 4. Nous, ce qu'on veut, c'est atteindre le niveau 5 avec nos clients et le niveau 6, dans le fond, piloté par l'IA. On a des projets aussi avec certains clients là-dessus. Mais on sait que ce qu'on veut, nous, notre objectif, c'est vraiment de prendre les clients à un niveau de maturité et de les emmener à un niveau de maturité supérieur. Justement, si on regarde par rapport à où en sont les entreprises au niveau de quelques statistiques qui sont intéressantes. Dans le fond, il y a plus de 89 des entreprises qui investissent dans la personnalisation dans une forme ou dans un autre. Mais ce que nous, on voit au niveau du niveau 5 que je vous présentais, c'est qu'il y a moins de 2 de nos marques chez nous. On parle de autour de 400 marques qui font de l'hyper-personnalisation. Donc, il y a vraiment, vraiment la place. Puis c'est souvent présentement des grandes marques parce qu'on va en reparler, mais à tort, je pense qu'il y a des gens qui pensent que c'est pas accessible pour eux, mais c'est quand même quelque chose qui est une opportunité à exploiter, qui, dans le fond, va vous donner, Alexandre va vous en dire un peu plus sur ce qu'est l'hyper-personnalisation, mais dans le fond, qui va vraiment vous donner un edge par rapport à vos clients pour vos différentes campagnes.
Donc, si tu vas sur la prochaine slide, Alexandre, c'est toi qui le contrôle. Ce qu'on voit, c'est justement l'hyper-personnalisation. Ça va nécessiter plusieurs choses. Ça va nécessiter, bien entendu, des outils de personnalisation. C'est souvent du multi-channel ou omni-channel marketing. Donc, c'est souvent l'hyper-personnalisation. On parle d'atteindre la bonne personne sur le bon canal. Puis le Customer Journey Orchestration, c'est dans le fond de pouvoir tout prendre l'information et de pouvoir faire de l'orchestration. Cette slide-là, j'avais présenté justement à l'automne dans la conférence que je trouve intéressant, c'est ce qu'on voit, c'est que les gens veulent en faire, mais c'est là où ils ont le plus de difficultés, où ils ont le moins de ressources. Donc, ils veulent en faire, mais c'est là où ils ont le plus de difficultés à avoir vraiment les capacités de pouvoir y aller. Donc, c'est pour ça que dans le fond, Dialogue Insight, ce qu'on veut, c'est aider les entreprises dans leurs capacités. On veut aider nos clients ou les entreprises qui ont le goût d'en faire, les aider à un peu démystifier l'hyper-personnalisation et à voir qu'il y a des outils quand même et des tactiques qui peuvent être mises en place. Sur ça, Alexandre, je vais te laisser parler justement de ce qu'est l'hyper-personnalisation. Oui, bien c'est ça. On va parler énormément d'hyper-personnalisation aujourd'hui parce qu'on le voit vraiment que, dans le fond, c'est l'outil endgame que l'ensemble des marques tentent d'atteindre pour pouvoir atteindre leurs objectifs par rapport à l'ensemble de ce qui se passe dans le marché. Donc, la première chose à comprendre avant d'expliquer les tenants et aboutissants de ce que c'est de bien comprendre de quoi on parle exactement. Donc, c'est pour ça qu'on va parler énormément d'hyper-personnalisation. Donc, premièrement, ben, pourquoi il faut faire de l'hyper-personnalisation? C'est quoi la variation avec de la personnalisation tout court? Ce qui est important de comprendre en amont, c'est que ça touche tous les types de relations. Souvent, on associe ces éléments-là à des marques beaucoup plus avancées ou avec des marques qui sont dans le milieu du retail, comme on dit, au niveau du commerce. Mais en fait, peu importe le type de relation que vous avez avec votre base de contact, avec vos clients, avec vos membres, avec vos prospects, il y a une relation qui est en train d'être construite et l'hyper-personnalisation va vous permettre de personnaliser évidemment cette relation-là. Donc, ça touche vraiment, vraiment l'ensemble des relations que vous pouvez avoir avec votre base de contact. Pourquoi on fait ça? Ben, c'est décrit un peu sur la slide, mais au final, ça se résume à l'engagement. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Ben, c'est comment vous allez toucher votre base de données, puis comment elle va réagir face aux communications que vous allez faire pour être le plus pertinent possible par rapport à ça. Évidemment, si votre engagement répond, ce que ça va faire, ben, vous allez avoir une meilleure fidélisation auprès de votre base, augmenter votre ROI, vous approcher de vos objectifs. Bon, tous ces éléments-là vont être atteints, mais on peut résumer le tout au travers vraiment la notion d'engagement avec votre base de données. Puis quand on parle d'engagement, ce qu'on parle, c'est souvent de bidirectionnel. On parle de s'adapter le message par rapport à qui on parle, par rapport à comment on le parle. Donc, c'est un peu par ça ce qu'on veut dire par l'hyper-personnalisation. Donc, la personnalisation, quand on regarde, c'est souvent d'adapter vos communications au travers la donnée démographique que vous avez. C'est souvent comme ça qu'on va bien la comprendre. Quand on commence à parler d'hyper-personnalisation, c'est qu'on va aller toucher plusieurs gammes de données potentielles pour pouvoir venir ajuster la communication, mais aussi ces données-là vont venir même toucher pas juste le contenu de vos communications, mais même le contenant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va vraiment commencer à parler d'omnicanalité. L'omnicanalité, c'est que dans le fond, le message que vous voulez transmettre à votre clientèle va prendre en compte le canal de communication que cette personne-là est le plus à même de réagir positivement et le plus désiré d'avoir. Et c'est là que ce qu'on voit, c'est que ça va avoir un impact générationnel parce qu'évidemment, selon votre bassin de contact, les moyens de discuter avec ces personnes-là vont varier selon le bassin, selon la génération de ces gens-là. Ça, c'est un des premiers éléments que je veux qu'on aborde aujourd'hui, c'est l'aspect générationnel. Juste avant de tomber là-dedans, juste émettre le fait que, dans le fond, le pourquoi on fait ça, ben, c'est pour justement avoir une meilleure performance. Puis juste en termes de statistiques, là, si on regarde ce qui se passe, on parle d'à peu près 91% des entreprises, des consommateurs, excusez-moi, qui sont plus susceptibles de réagir positivement à des communications auxquelles ils se sentent attachés, auxquelles, au travers les marques qui se souviennent d'eux, au travers les interrelations, puis qu'on sent qu'on a
une relation réelle avec ces gens-là plutôt que d'être tout simplement dans un bassin de mass mailing qu'on fait juste communiquer. Donc, l'aspect de souvenir, de comprendre la personne va être super important. Donc, un des éléments qu'on va aller regarder, c'est l'aspect générationnel. Juste pour aller un peu à expliquer c'est quoi les différences, j'ai regardé un peu, on en est où. Puis souvent, quand on regarde les générations, on pense souvent aux générations Z, aux générations des milléniaux qui sont les générations les plus jeunes, mais en même temps, ces générations-là représentent à peu près environ 30 à 40% actuellement du marché de manière générale et globale. Donc, c'est une tendance lourde dans laquelle il faut s'adapter. Et la manière qu'on va approcher les relations va être complètement différente. Par exemple, si on regarde la génération Z, donc souvent les gens qui sont relativement plus jeunes, ça va être beaucoup au travers des communications sociales numériques. Qu'est-ce que ça veut dire une communication sociale numérique? Ce que ça veut dire, c'est que ça va être des petits messages courts avec des plateformes sociales comme médias sociaux, les fameux TikTok, Instagram, vont être le canal de préférence de cette génération-là. Alors que si on va dans les milléniaux, qui sont, disons, ont eu moins ils sont moins tombés dans les médias sociaux que la génération Z à ce niveau-là. Mais dans ce cas-là, ce qu'ils vont voir, ils vont quand même essayer que les communications soient bien intégrées au travers l'ensemble de l'information qu'ils transmettent. Donc, ce n'est pas nécessairement au niveau du canal qu'eux vont vouloir toucher, c'est plutôt au travers d'avoir le bon message au bon moment. La notion de saturation d'information est très importante pour cette génération-là, où est-ce qu'il y a énormément de choses qui se passent. On est souvent, c'est le milieu qui est souvent professionnellement très impliqué dans leur travail, qui sont vraiment dans leur cœur de leur quotidien. Donc, d'avoir des expériences de marque au travers de ça, c'est important, mais elles doivent être au bon moment et selon le bon canal, selon la relation individuelle que ces gens-là. Alors que si on va une génération, des générations plus loin, avec la génération X et les baby boomers, bien là, on va plutôt aller avec des canaux de communication de plus en plus directs. Donc, ça peut être autant le postal que le courriel, qui sont des canaux vraiment très, très directs, mais eux vont vraiment vouloir plutôt la transparence, la vérité, la fiabilité, la relation avec le service client. Donc, on va avoir une relation qui est différente par rapport à la marque. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand vous faites vos stratégies communicationnelles, vous devez vraiment adapter votre message selon les différentes variations générationnelles. Là, l'objectif derrière l'hyperpersonnalisation, c'est d'être capable de, oui, prendre ces grands constats-là, mais d'être capable de les creuser pour arriver à aller plus loin, de passer de la génération des milléniaux à Alexandre Thouin. Alexandre Thouin est une personne qui fait partie de la génération des milléniaux, mais au travers de ça, il a sa propre personnalité et son propre élément. Donc, l'idée, c'est de se rendre vraiment à une communication qu'on appelle one-to-one, mais pour ça, ça prend énormément d'expérience, de compétences data et tout ça. Donc, on commence par la génération, puis après ça, on creuse tranquillement, pas vite, pour aller chercher l'information supplémentaire pour aller finalement créer ces bassins-là, puis créer cette relation-là individuelle par rapport aux interventions qu'on a. Peu importe la manière que vous l'approchez, peu importe la génération auquel vous parlez, c'est important de comprendre que c'est les tendances de 2025, c'est l'objectif du webinaire, mais c'est rendu une obligation, c'est rendu une exigence. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas en compte ces éléments-là, ça va avoir des impacts majeurs sur l'ensemble de l'entreprise. Je donne un exemple concret. J'entendais à la radio justement hier, il y avait M. Farsi, qui est président-directeur général de la SAQ au Québec. Là, c'est la Société des alcools du Québec, là, pour ceux qui connaissent moins. Qui disait qu'il est en train de transformer son modèle au complet parce que générationnellement, la consommation d'alcool n'est pas la même d'une génération à l'autre et les canaux de distribution aussi sont en évolution selon ces générations-là. Donc, l'entièreté de la chaîne d'approvisionnement jusqu'à la distribution à la clientèle devait s'adapter à ces nouveaux concepts générationnels-là
parce que cette personnalisation, cette exigence-là d'avoir une relation dans laquelle on écoute le consommateur par rapport à sa réalité devient critique. Là, je prends l'exemple de la SAQ, mais c'est aussi vrai, par exemple, dans le milieu du divertissement. C'est aussi vrai dans le milieu de la finance. Les gens veulent sentir qu'on comprend leur propre réalité. On a fait énormément de coulées d'encre dans les dernières années avec la notion des familles qui sont plus petits, l'enfant roi. Ben, tout ça fait que c'est des gens qui ont une vision d'eux-mêmes et qui s'attendent à ce que cette expérience-là réponde à leur prémisse, à leur désir. Donc, il faut que les marques s'adaptent, peu importe leur domaine. Comment on fait ça? Ben, c'est là qu'on va aller en hyper-personnalisation. Donc, ce qu'on regarde ici, c'est un peu les étapes traditionnelles pour se rendre à cette hyper-personnalisation-là. Donc, tantôt, Pascal parlait de la grille de maturité. C'est un peu la même grille, mais vue sous un différent axe. C'est-à-dire que quand les gens commencent, quand il y a des petites bases de données, on va y aller avec ou bien de l'envoi de masse, ou bien de la segmentation sur des critères extrêmement simples. Qui vont faire, par exemple, là, démographiquement, comment on fait hommes, femmes, région géographique. Bon, des trucs relativement simples. Plus qu'on va avancer, là, on va aller sur la segmentation sur les comportements, ou est-ce que là, on va aller plus regarder la notion comportementale. Où est-ce que ça devient difficile? C'est quand on veut aller en contenu dynamique, et là, on veut aller vraiment en hyper-personnalisation. Parce qu'à ce moment-là, il y a vraiment un breaking point où est-ce qu'on ne peut plus travailler de la même manière. C'est-à-dire que quand je fais un envoi de masse, c'est simple. Je construis une communication, je fais ma segmentation et je l'envoie. Quand je segmente sur des critères simples, j'ajuste un peu mon contenu, ça demande plus de travail. Puis ensuite de ça, je l'envoie ou bien tout simplement 2 communications ou une communication qui va avoir une certaine personnalisation à l'intérieur. Quand je suis rendu en comportemental, là, mes 2 segments sont souvent rendus à 10, 12, 15 segments différents, versions du message. Et à chaque fois, ben, si on part de l'envoi de masse, on fonctionne de la même manière. C'est-à-dire, au lieu de créer un contenu, on en crée 15. Donc, 15 fois plus d'efforts. Au niveau des tests, ça devient plus compliqué. Alexandre, je ne sais pas si tu veux ça, mais ton micro, je ne vois pas le chat, là, mais ton micro, je pense que le son n'est pas bon. Ah! Attendez 2 petites secondes. 2 petites secondes. Je vais regarder si je peux modifier ça. Est-ce que Pascal, tu m'entends mieux de cette manière-là? Oui, je t'entends mieux. Est-ce que Pascal, tu m'entends mieux de cette manière-là? Oui, je t'entends mieux. C'est toi qui ne m'entends pas? Ah, là, c'est moi qui ne vous entends plus. Ça va. C'est toujours le live. Et si on réessaye à ce moment-ci, est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends. Toi, tu m'entends plus? plus? Je vous entends. Parfait. OK, on peut continuer. Donc, j'en étais où? J'en étais sur la difficulté finalement d'arriver au contenu dynamique. Parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus juste mettre la roue à l'épaule et faire plus de contenu. On doit commencer à travailler complètement différemment pour être capable d'avoir des contenus qui soient créés dynamiquement selon les règles que l'on met en place. C'est là souvent qu'on a le plus grand accompagnement avec nos clients parce qu'à ce moment-ci, ce n'est plus juste de mettre la roue à l'épaule, c'est d'arrêter, prendre une pause, regarder le processus de travail au complet et l'adapter dans l'optique d'atteindre ces contenus dynamiques-là pour éventuellement aller en hyper-personnalisation. Pourquoi tout faire ça? Ben, on le sait, là, on est encore en phase exploratoire au niveau de l'intelligence artificielle. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup actuellement, là, il y a beaucoup de mise en place de proof of concept, là, des POC, en impliquant des modèles RAG. Puis, c'est tout à fait correct, on est encore en exploration, mais ce qui est évident, c'est que tout va baser sur la qualité des données en premier lieu. Pour avoir cette qualité des données-là, ça prend les 2 autres points, qui est une technologie qui permet la gestion de ces données-là et le nettoyage et s'assurer que les données soient propres, mais aussi
au niveau talent et éthique, ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est une nouvelle catégorie de compétences au niveau des équipes qui doivent approcher. On est moins dans la gestion, justement, de l'impact visuel des marques ou l'impact du graphisme. On va être plus dans la notion de la donnée et comment on segmente et comment on crée les profils et comment on amène tous ces éléments-là. Puis au niveau de l'éthique, c'est une tendance lourde pour 2025. C'est là qu'on voit qu'il va y avoir un peu la démarcation entre les marques qui atteignent leurs objectifs versus ceux qui font un peu comme tout le monde. Parce qu'on a tous accès à ces outils-là maintenant d'intelligence artificielle. Si on s'y fie tous pour la génération de nos contenus, on va avoir globalement tous les mêmes contenus. C'est pas là qu'on va se démarquer. C'est pas là qu'on va avoir une relation avec notre base de données. Donc, oui, l'IA fait partie des outils, on va en parler un petit peu plus tard, mais il y a aussi la notion de s'appuyer sur le traitement de ces technologies-là et de comment on approche les résultats de ces technologies-là pour finalement créer cette relation. Donc, j'en parlais, ce que ça amène de l'avant, c'est l'importance de la qualité de la donnée. On utilise souvent la notion de l'or noir de l'intelligence artificielle, mais j'ai entendu aussi que c'était l'eau potable, ou bon, il existe plein d'images comme ça qu'on peut utiliser. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on veut dire par les données? Ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut avoir différents types de données. J'en parlais tantôt un peu, je parlais surtout de démographique et comportemental. On va aller aussi chercher d'autres types de données, qui sont les données transactionnelles et les données psychographiques, qui sont 4 types de données qui vont vous permettre d'avoir une de plus en plus relation unique avec vos contacts. Donc, par exemple, au niveau de la démographie, quand on va là, souvent, on va fonctionner par des clusters démographiques, là, des personas qu'on va aller. On va aller regrouper les gens de tel âge à tel âge qui habitent sur tel territoire, par exemple, ou globalement, c'est un peu le type de données qu'on va aller. Quand on va aller en comportemental, on va plutôt aller avec quel est le parcours que cette personne-là a par rapport à notre marque. Quelles sont les pages qu'il a visitées sur notre site web? Est-ce qu'il consulte régulièrement? Pas régulièrement. Un bel exemple de ça, c'est les membres d'une association, par exemple, qui font des événements, qui font ça. Bien, ces membres, il va y avoir des gens qui participent beaucoup plus que d'autres activement à certains événements, qui vont être plus motivés. Bon, cet élément-là va être rattaché à la couche comportementale. Au niveau transactionnel, bien là, évidemment, on va aller regarder toutes les transactions que cette personne-là fait avec nous. Oui, ça touche effectivement tout ce qui est la notion de consommation qu'on est habitué, mais l'ensemble aussi des autres types de relations que vous avez qui sont la consommation de ce que votre marque produit finalement. C'est des événements, par exemple, des spectacles, bien, ça va être la quantité de spectacles, les types de spectacles, la participation au sondage post-spectacle. Bon, à ces éléments-là. Ensuite, psychographique. Psychographique va être plus difficile à alimenter de manière numérique. Ça va être surtout au travers des focus group ou des éléments comme ça. Mais ce qu'on va aller chercher, c'est un peu les valeurs, les intérêts, le style de vie de cette personne-là pour être capable de vraiment pouvoir lui communiquer directement, finalement, la bonne information selon ses désirs. Donc, l'objectif derrière tout ça, c'est évidemment, c'est approfondir sa compréhension-là qu'on a de sa base pour ensuite communiquer intelligemment par rapport aux insights qu'on a. Donc, comment on fait pour arriver là? Bien, premièrement, il faut préparer sa donnée. Et la préparation ici, je veux vraiment que ce soit clair, c'est un peu le message clé, c'est la planification. De la donnée, c'est large. Souvent, les entreprises en ont énormément, ils savent plus ou moins quoi faire là-dedans, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui n'est pas. Bien, tout ça part de la planification. C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement avec votre clientèle et vraiment d'y aller de manière, je veux dire, technique des petits pas. C'est-à-dire, on parlait de la grille de maturité au départ, on ne part pas de 1 pour se rendre à 6. On part à 1 pour se rendre à 2 et ensuite à 3. Donc, c'est une question d'étape, d'avoir un projet,
de le mettre de l'avant, de mesurer le succès, d'apprendre au travers de tout ça, d'élever la compétence des équipes pour ensuite tranquillement arriver à le niveau de maturité qui est désiré par le ça. Donc, on part de la planification et ensuite de ça, le reste va se faire par le plan qui va être sur cette planification-là. Donc, si on veut, par exemple, faire la recommandation de produits, est-ce que j'ai les achats? Est-ce que j'ai les interactions? Est-ce que j'ai les préférences? Oui, non? Bon, bien, on a une première étape à ce niveau-là. Une fois qu'on l'a, est-ce qu'on peut l'analyser? Est-ce que la donnée, c'est la bonne? Est-ce qu'elle me permet d'aller chercher l'information qui va me permettre de faire de la recommandation de produits? Puis ensuite de ça, bien, on ajuste. Et là, au fur et à mesure qu'on avance, on va avoir une donnée qui va être de plus en plus automatisable. Parce que dans le fond, au niveau de l'IA, qui va finir par toucher l'ensemble de vos données, mais il faut que cette donnée-là soit structurée et il faut que cette donnée-là soit claire aussi dans votre esprit pour que vous puissiez, surtout dans la phase d'apprentissage de cette IA-là, d'être capable de challenger et d'être capable de dire ça, le résultat que l'IA donne est le bon versus non, ça, c'est pas le bon et lui l'aider à apprendre. Mais pour ça, vous devez vous-même maîtriser un peu comment ça fonctionne. Un dernier petit conseil à ce niveau-là, plus que vous allez avancer à ce niveau-là, c'est extrêmement critique de se rapprocher le plus du temps réel. Au niveau de l'ensemble des systèmes que vous avez, de l'ensemble de la collecte de données, comme je disais tantôt, les gens sont de plus en plus exigeants par rapport à cette donnée-là. Donc, c'est important que vous ayez la donnée rapidement. Donc, si j'ai une interaction, par exemple, avec un employé du service à la clientèle dans votre entreprise et je viens de faire une transaction il y a 1 heure, la transaction doit être connue par ce service à la clientèle-là. Il doit ajuster sa relation comme étant un client ou un prospect et potentiellement un client récurrent, un client régulier, un nouveau client. Et pour ça, pour adapter finalement comment cette personne-là va aller au niveau de la relation. Donc, extrêmement important d'aller là-dessus et on le voit qu'il y a une montée de plus en plus au niveau des exigences de transfert de données. Donc, ça devient critique. Comment on fait juste rajouter quelque chose, Alexandre? Oui, je ne vais pas parler. C'est rare, ça, que je t'ai pas coupé encore. Oui. Juste pour ton micro. En fait, je pense que c'est un des éléments qui est important, c'est que oui, ça va venir, le temps réel va venir aider, mais va venir aussi enlever de la frustration. Le nombre de fois que j'ai entendu quelqu'un qui dit on envoie un email promotionnel à nos clients, puis là, il y a une personne qui venait de faire un achat il y a 5 minutes, elle a appelé le service à la clientèle pour voir est-ce que je peux avoir ce rabais-là ou elle a une invitation pour s'inscrire à l'activité, puis le 25% était disponible juste là. Ça aussi, si on n'a pas les données en temps réel, ça va venir aussi mettre du sable dans l'engrenage du service client dans l'entreprise. Donc, oui, c'est bon au niveau technologique, mais c'est au niveau marketing, mais c'est bon aussi au niveau opérationnel parce qu'un client, je l'ai déjà raconté celle-là, j'étais dans le sud en voyage, puis il m'annonçait le voyage où j'étais pour 3 semaines plus tard à 200 $ de moins. C'est pas une belle expérience. C'est pas. Donc, ce qui est important au niveau de la donnée relationnelle puis en temps réel, c'est vraiment de pouvoir l'exploiter pour arriver puis que la personne comprenne que ce n'est pas des systèmes automatisés qui font des envois. J'ai vécu aussi l'autre fois avec quelqu'un qui m'avait appelé, puis j'étais en relation avec la personne, puis j'ai reçu un marketing auto qui était très générique de cette organisation-là. Ben, j'ai su que c'était automatisé, qu'il n'y avait pas d'humain, puis que c'était pas connecté. Mais ça met un peu un goût amer. Donc, je pense que le temps réel aussi est super important. Temps réel, ça peut être aux 5 minutes, là, mais plus on est en temps réel, plus on a de chances de garantir du succès. Là. Ah oui, c'est super important ce que tu dis là. Puis je pense qu'effectivement, en fait, on le vit tous. On en reçoit tous. Puis il y en a que des fois passent un peu croche quand on le lit, ou pire que passer croche, c'est qu'on considère ça normal, puis on fait juste dire ah, on se débarrasse de la communication. Dans ce cas-là, toute l'énergie que la marque a mis derrière pour envoyer est perdue. Donc, on est des très bons indicateurs nous-mêmes de ce qu'on attend de la part des marques. C'est une des réflexes que moi, j'essaie de travailler avec les clients, c'est de voir qu'est-ce qui les énerve, eux, personnellement, dans leur propre vie personnelle pour voir est-ce que toi, tu le fais, ça? Et là, souvent, on se rend compte que, ben oui.
comment on le travaille, puis là, après ça, on va aller, puis effectivement, le temps réel va venir permettre de régler souvent ces situations-là. Comment on fait ça? Mais c'est là qu'on va aller avec des technologies comme celle de la CDP. Donc, CDP, ben, c'est Dialogue Insight. C'est entre autres, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer on va travailler avec les clients pour réunir l'ensemble de la donnée, qu'elle provienne des outils directement qui proviennent de notre plateforme, mais aussi des données extérieures pour avoir le fameux profil 360 de notre clientèle. Donc, c'est d'être capable de structurer la donnée intelligemment pour être capable d'avoir justement l'ensemble des étapes qu'on a mentionnées qui vont mener aux expériences cohérentes puis à l'orchestration de ces campagnes. Donc, c'est l'élément le plus critique à ce niveau-là. Pourquoi les gens font ça? Bien, justement parce que ça donne les résultats. Ça permet justement tous les aspects que je dis depuis le début en disant il faut ça, il faut ça, il faut ça. C'est ce genre de technologie-là qui va permettre d'aller chercher les insights, qui va vous permettre d'avoir les bonnes stratégies par rapport à ça. Parce qu'au travers de tout ça, on le sait, l'IA est extrêmement importante actuellement, on en parle beaucoup, mais elle n'est pas suffisante en soi. Elle doit être supportée par des expertises, par des gens qui font de l'analyse, par des gens qui ont une compréhension fine de leur clientèle pour être capable à ce moment-là de un peu cadrer et mettre la touche humaine que la technologie va amener. Donc, c'est comme ça qu'on va être capable de créer cette relation-là. Le concept de relation est pour moi critique en hyper-personnalisation avec sa base de données pour être capable de démontrer qu'on a finalement une orchestration qui est humaine. Donc, ça tombe bien. C'est le titre de la prochaine section. Pascal, je te laisse continuer. Yes, c'est à mon tour. Mais c'est ça, au niveau de l'orchestration humaine, j'ai fait une conférence il y a plusieurs années, puis j'utilisais aussi ce principe-là, d'allier la nostalgie à la modernité. Là. On se souvient, pour certains d'entre vous, peut-être qui sont encore dans des régions rurales, il y a toujours un magasin général qui est là où la personne vous connaît, elle sait qui vous êtes, elle vous approche avec un message qui est habituellement très personnalisé. C'est un peu ça qu'on veut faire mais à l'échelle plus numérique. Donc, on veut reproduire cette idée-là où la personne te connaît, la personne est capable de te dire les bonnes affaires dans le bon temps, de te suggérer un produit qui vient d'arriver parce que tu ne le connais pas, mais que c'est un produit qu'on pense que tu vas aimer. Donc, ça, c'est un des éléments. Ce qu'il faut faire attention, il faut quand même garder cet esprit-là d'humain en arrière, puis pas aller dans éviter justement l'effet Big Brother où tu fais quelque chose, je réagis, tu fais quelque chose, je réagis. C'est pas parce que quand je travaille dans un magasin, si je travaille dans un magasin général que j'apprends quelque chose sur toi, que je vais t'aborder avec cet élément-là tout de suite. Je vais peut-être vouloir créer une relation en plus. Donc, il faut faire attention. Il y a une limite entre je sais qui tu es et j'utilise cette donnée-là versus comment je peux l'utiliser. Bombarder quelqu'un parce qu'on connaît des choses sur lui, c'est pas la bonne approche. On a toujours été, nous, chez Dialogue Insight, dans l'approche où c'est pas le nombre de communications, mais c'est la qualité des communications. Donc, apprendre à connaître mieux. Puis dès qu'on connaît mieux, là, on peut effectivement envoyer les bons messages aux bonnes personnes en toute authenticité avec respect et transparence. Un des exemples que je trouvais intéressant, si tu veux aller sur l'autre slide, dans le fond, c'est que le côté humain demeure quand même quelque chose d'intéressant. Ça, c'est une image que j'ai trouvée sur les internets, comme on dit, dans le fond, qui est une personne qui commentait d'avoir reçu sa carte de Sephora, qui est une carte écrite à la main. Peut-être pas écrit à la main, mais ça semblait être écrit à la main, et qui dit « Arrêtez pas de me faire ces petites cartes-là ». On voit ça souvent au niveau du retail. Dans le fond, c'est plus utilisé au niveau du retail, mais ça peut être utilisé dans n'importe quoi. Par exemple, je suis un ordre professionnel, j'organise une activité qui est à l'extérieur, je sais que j'ai des gens qui sont à l'hôtel, j'ai un comité organisateur. Toutes les petites affaires, des petits éléments qu'on va faire, qu'on va personnalisé, qu'on va faire vraiment à la main, qu'on va mettre du temps dessus. C'est des genres de choses que les clients vont beaucoup, beaucoup apprécier. Démontrer de l'empathie aussi dans la personnalisation. Tu le disais tout à l'heure, Alexandre, comprendre ce que les gens vivent. OK, toi, tu es dans une situation comme ça, tu viens d'avoir un bébé. Bien, je sais que si tu viens d'avoir un bébé, c'est peut-être parce que tu es fatigué, donc je suis capable de pas aller te présenter, par exemple, des spectacles qui sont
à venir dans les prochaines semaines, mais qui sont plus tard. Il y a des façons d'apprendre à créer cette empathie-là. Puis c'est sûr, comme tu disais, la fidélité, c'est renforcé par des relations humaines. Donc, d'être humain, de rendre la donnée disponible à vos équipes qui sont en magasin, qui sont sur le terrain lors de vos événements, peu importe, et vraiment mettre un équilibre entre la technologie et les interactions humaines, à savoir justement de quelle façon on peut interagir. Parce que l'humain dans l'hyper-personnalisation demeure quand même un élément important. L'autre élément aussi que dans le fond, lorsqu'on parlait, tu parlais tout à l'heure au niveau de mettre en place des projets d'hyper-personnalisation, clairement, il faut qu'on fasse de l'automatisation. Il faut qu'on soit capable de orchestrer de façon intelligente et personnalisée, comme on disait. Donc, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Utiliser le bon canal. Tu en as parlé tout à l'heure. Chacune des générations ont des canaux de prédilection qui sont différents. Donc, être capable d'adresser ces différentes clientèles-là selon les canaux qui les intéressent. Envoyer au bon moment le message. Donc, optimiser l'envoi grâce à des outils de send-time optimization pour dire, ben, OK, je sais que toi, par exemple, tu vas, tu t'inscris, par exemple, à mes événements tout le temps 2 semaines avant. Donc, je le sais que je vais pouvoir t'envoyer un message 2 semaines avant. C'est ce message-là qui va avoir un intérêt. Mais je suis même capable de dire, ben, c'est cette journée-là, à cette heure-là, que je vais être capable de te l'envoyer. Ça, c'est toutes des affaires qui vont se calculer de façon automatique. On n'a pas de gens en arrière qui font du calcul. Et c'est pas du gros AI qui nécessite plein de choses. C'est des choses qui existent déjà. Personnaliser automatiquement, si on je peux parlait me de créer. Oui, Pascal, au niveau du send-time, ça, c'est un bel exemple de transformer la manière que l'on travaille. Parce que souvent, quand on est en élément de personnalisation, on va penser au contenu. Mais quand on dit, OK, ta communication, c'est pas toi qui va décider le meilleur moment de l'envoi, ça va être sur une période X qui va être selon l'intérêt de la personne. Ça, on le voit que souvent, les gens sont un peu comme, ah, mais attends, non, moi, j'ai créé ma séquence de manière claire, que c'était jour 1 plus 3 jours, puis ensuite de ça, là, ça, on vient un peu mettre ça de côté en disant, non, non, laisse le meilleur moment décidé individuellement. Là, ça, c'est un des éléments où est-ce qu'on va venir travailler. C'est pas de mettre plus d'efforts, c'est de travailler complètement différemment à ce niveau-là. Fait que ça, c'est un outil qui amène l'hyper-personnalisation de manière forte, forte, forte. Exact. Puis quand on parle d'exploiter l'ADN client, dans le fond, ça va être des outils là, de scoring, différents outils où est-ce qu'on est capable de dire, ben voici les gens qui ont de l'intérêt et de quelle façon on transfère tout ça en insight, comme tu disais. Puis bien entendu, c'est ça. Pour mieux comprendre le client, c'est de transformer les données en insight exploitables et actionnables. Donc, il y a plein d'outils qui existent déjà qui se font au-delà du AI. On n'a pas besoin de parler nécessairement du AI. Il y a des outils qui se font déjà, qui vont offrir ce genre de choses-là, qui sont déjà sur le marché. Tu peux aller sur l'autre slide. C'est sûr qu'on ne peut pas passer l'IA générative qui va vraiment venir aider quand même, qui va être à la rescousse en 2025 au niveau de l'hyper-personnalisation. C'est vraiment une des tendances qu'on voit. Ce que ça va faire, ça va permettre de la création accélérée de contenu. Par contre, comme tu disais, il faut avoir des contenus qui sont alignés avec le brand, alignés avec l'ensemble des choses. Donc, ce n'est pas des contenus génériques qu'on fait générer sur ChatGPT puis qu'on dit, parce que, comme tu dis, tout le monde va avoir les mêmes contenus. Donc, on va voir quand même génération de texte, images, vidéos adaptées à chaque audience qu'on va pouvoir vraiment venir décliner, faire différentes choses. Ça va amener, dans le fond, l'hyper-personnalisation à grande échelle parce qu'on va pouvoir proposer le message unique et ultra pertinent vraiment à chaque client. Mais surtout, ce que l'IA générative va venir faire, c'est va vraiment venir aider à gagner du temps, à réduire aussi les coûts. Et je dis souvent, c'est un de mes rêves là, les plus, c'est des choses sur lesquelles on veut travailler, mais vous imaginez-vous, vous arrivez au travail, puis vous dites, OK, j'ai un événement qui se passe à cette date-là, j'ai le nom de mes conférenciers, ils m'ont envoyé l'ensemble des informations. Vous envoyez un outil, et puis j'ai la date, j'ai tout l'ensemble. Vous envoyez un outil AI sur cette description-là, ce contenu-là. L'outil AI pourrait générer automatiquement l'ensemble de vos contenus, créer même les segments de clientèle selon les contenus que vous allez avoir besoin, créer votre scénario, dire, OK, ton événement, il est telle date, donc tu vas avoir un email la journée d'avant, ceux qui se sont inscrits, un rappel d'invitation, une invitation, tu vas avoir un message pour ceux qui viennent visiter ta page. Tout ça pourrait se faire juste en envoyant un IA
dans votre description. Puis ça, dans le fond, ce que vos équipes auraient à faire, ce que vous auriez à faire, c'est juste de confirmer si les segments de clients sont corrects, le contenu semble faire le travail, parce qu'on a quand même une tendance à faire confiance, mais de façon un peu mitigée à l'IA. Donc, vous allez pouvoir vraiment aller confirmer si les contenus. Puis dans le fond, on va arriver dans une hyper-personnalisation parce que vous avez en arrière toutes les insights, les différents contenus qui vont venir s'intégrer. Et vous allez arriver, dans le fond, à être plus performant dans ce que vous avez besoin de faire en augmentant le nombre de versions de messages ou la pertinence de vos messages. Et moi, c'est là où on s'en va en 2025. Là, pour être franche, c'est là l'IA générative va être utilisée. C'est des travaux sur lesquels on travaille activement présentement pour pouvoir vraiment rendre ce travail-là, pour que vous puissiez, de votre côté, vraiment travailler sur les tactiques, puis sur les différents, analyser votre clientèle, voir est-ce qu'il y a des segments de clients qui devraient être traités différemment, est-ce qu'il y a des choses pour que vous puissiez être au niveau davantage stratégique qu'opérationnel. Donc, on voit vraiment en 2025 l'IA générative venir supporter davantage les équipes marketing. Oui, c'est là qu'il y a le gros transfert de type de tâches qu'on a. Souvent, les équipes sont souvent débordées, ils sont pris dans l'opérationnel, il faut faire ça, il faut faire ça. Alors que si on réussit à faire ça pour dégager ce temps-là, bien, c'est un autre type de tâche complètement d'être capable d'analyser ces données-là, de mettre la stratégie marketing à jour continuellement, jour après jour, heure après heure. Mais ça amène un tout autre type de travail. Mais c'est vraiment là qu'on pense que les marques vont être en mesure de se différencier les unes des autres. Ça va être dans ce talent stratégique-là. Exact, tout à fait. C'est vraiment, je pense, un des éléments qui va être positif. Si tu veux aller à l'autre, dans le fond, là, on a souvent un blind spot où on pense que l'hyper-personnalisation, c'est réservé aux grandes marques avec des budgets colossaux. Là. C'est pas vrai. Il y a des technologies qui sont accessibles, qui existent déjà pour les tailles, pour les différentes tailles d'entreprise. On parle des plateformes d'hyper-personnalisation, de l'IA générative, des plateformes de marketing automatisées, les CDP. L'ensemble des outils sont déjà disponibles. Tu sais, on en parlait tout à l'heure. Je me souviens, j'avais été rencontrer un client il y a quelques années, puis on parlait justement de faire des messages personnalisés, d'aller augmenter le niveau de personnalisation des contenus. Puis la personne aurait fait et dit les gens l'ont essayé puis se sont tirés en bas de la fenêtre parce qu'ils ont trouvé que c'est beaucoup trop compliqué. Donc, quand on dit, dans le fond, ce qu'on voit en 2025, c'est que les outils vont se développer pour que ce soit beaucoup plus facile à faire de l'hyper-personnalisation. Il faut juste, dans le fond, que les gens sautent finalement là, à pieds joints dans cette stratégie-là pour augmenter leurs résultats. Mais dans le fond, en conclusion, ce qu'on peut dire par rapport à ça, si tu vas aller sur l'autre slide, bien, l'innovation, c'est plus une question, c'est vraiment une question de vision stratégique. C'est une question de est-ce que vous voulez y être? Si vous voulez y être, il faut vous donner les moyens. Alexandre parlait tout à l'heure de comprendre la donnée, d'analyser. Il y a des experts BI, Dialogue Insight, c'est pas notre expertise. Là. Je sais que Sébastien Giroux chez Numéa, avec qui on a fait la conférence, ils font ce genre d'exercice-là, mais c'est de vous asseoir avec quelqu'un qui est en BI, qui connaît bien votre base de données, qui va vous permettre de s'assurer que la donnée est bien nettoyée, tout ça. Si c'est où vous voulez aller, c'est la première étape à faire. Puis après, les technologies, puis vos talents vont devoir quand même suivre parce qu'on dit quand même qu'il y a un effet là-dessus. Mais c'est vraiment de prendre cet élément-là, puis d'avoir cette vision stratégique-là, de vouloir aller vers l'hyper-personnalisation, c'est vraiment ce qui peut vous emmener ailleurs. On en parlait au début, là, mais il y a beaucoup d'opportunités parce que si vous y allez et que vos compétiteurs ne sont pas, bien, à ce moment-là, vous allez quand même gagner des parts de marché, gagner certaines choses. Et on voit aussi les meilleurs résultats, meilleure taux de participation à vos événements, plus de membres dans vos associations. C'est pas, comme disait Alexandre tout à l'heure, juste pour le retail, l'hyper-personnalisation. Il faut regarder ça de façon globale. On parlait, c'est plus une automatisation. Puis, on en parlait tout à l'heure, la grille de maturité. Là, on voit quand même qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas, on a plus de gens qui sont rendus au niveau 4, au niveau de l'automatisation comportementale. On parlait justement, Alexandre et moi, hier, un de nos clients qui est l'Association québécoise des technologies. Alexandre est allé visiter une page d'un événement et il a reçu un email qui disait « Hey, tu as démontré de l'intérêt envers ça. » Fait qu'on voit que même des petites organisations qui n'ont pas nécessairement beaucoup, ils sont rendus au niveau 4. Donc là, le niveau 5, c'est le niveau après qu'il faut se rendre.
Donc, mais on voit vraiment qu'en 2025, il va y avoir plus de gens qui vont monter dans l'échelon, qui vont se rendre justement à ce niveau 5-là, qui est l'hyper-personnalisation. Puis, ben, le niveau 6, qui est vraiment plus le niveau où est-ce que c'est du prédictif, c'est vraiment beaucoup plus basé sur l'IA. Il y a des travaux qui se font présentement. Je pense que les plateformes vont être prêtes en 2026, à la fin 2025, pour vraiment venir supporter les grandes organisations peut-être qui vont vouloir, parce que c'est souvent les grandes organisations qui vont investir là, pour le next best offer, le next best action, ce genre de choses-là. Les plateformes devraient se développer. Donc, il y a des grandes entreprises qui sont, mais on pense que dans les prochaines années, d'ici 2027-2028, les entreprises devraient se rendre, les plus petites entreprises devraient se rendre au niveau 6 du prédictif dans leur communication. Bien hâte de voir le niveau 7 d'ailleurs. Il va falloir qu'on garde les yeux ouverts pour voir ce qui va se passer. Alors, c'était la conclusion pour nous. Est-ce qu'il y avait des questions? Merci Pascal, merci Alexandre. Oui, il y a des questions. D'abord, une question en fait en lien avec les politiques de l'utilisation des données confidentielles. Donc, on posait la question, est-ce que l'hyper-personnalisation peut cohabiter avec une politique stricte ou si on doit en quelque sorte faire un choix entre les deux? Oui, c'est une très bonne question. Dans le fond, au niveau de la ben là, en fait, tout dépend de la définition du mot strict. C'est jusqu'où. Si c'est effectivement un no man's land où est-ce que c'est impossible d'aller chercher de la donnée selon votre politique interne, il y a une limite effectivement à ce qui va être possible à aller faire, à moins que vous touchiez vraiment à la partie des données psychométriques là, qui vont être beaucoup rattachées souvent à des entrevues, à des éléments, puis à des clusters généraux et globaux que vous allez pouvoir faire. Mais il faut faire attention à ce niveau-là. Au niveau de la vie privée, il y a souvent différents stades qu'on peut catégoriser les données. Par exemple, la notion de dossier médical pour une personne ne va pas avoir le même niveau de confidentialité que ses transactions, par exemple, qu'il a eu avec votre marque. C'est là que ça peut vraiment varier selon. Je ne pense pas que c'est absolument pas possible d'en faire selon la politique. Mais là, il faut regarder la politique puis regarder aussi les discussions internes de voir jusqu'où on se rend dans cette politique-là avec la notion de consentement, de poser la question. Comme je disais, il y a une volonté au niveau du public de donner des données dans une optique d'avoir une personnalisation par la suite et de l'hyper-personnalisation. Donc, tout dépend du degré et du niveau que vous êtes en mesure d'aller. Mais l'exemple que Pascal parlait de dire pas de Big Brother, c'est un exemple, c'est une manière de ne pas aller dans l'exagération à ce niveau-là. Puis les données que vous allez cumuler, il faut qu'elles soient utilisées. Personne n'aime remplir un formulaire de 400 questions pour recevoir une infolette qui ne prend pas en compte aucun des éléments que vous avez mentionnés. Donc, il y a un degré à ce niveau-là. Je ne sais pas si Pascal, tu avais quelque chose à ajouter, là. La seule chose que je veux ajouter, je pense que ton point, tu l'as bien fait, là, mais c'est qu'effectivement, les clients demandent la personnalisation. Les clients sont prêts à donner leurs données. Donc, il faut juste aller chercher la donnée que vous avez besoin pour aller au-delà. L'information médicale, le numéro de carte de crédit, vous n'avez pas besoin de ça, ça ne vous donne absolument rien. L'expiration de sa carte de crédit non plus. Son numéro d'assurance sociale, ça ne vous donne rien. Ce que vous devez aller chercher, c'est dans le fond, c'est de l'information que vous pouvez capter. Puis bien entendu, on le sait, le droit à l'oubli, le droit à ne pas se faire traquer. Autant nous, on l'a sur Dialogue Insight, autant dans les courriels que sur le web, parce que dans les courriels, les gens pourraient dire « je ne veux pas me faire suivre non plus les clics que je fais ». C'est pas la majorité des gens. En tout cas, les statistiques varient selon les marchés qu'on regarde, mais c'est pas la majorité des gens. Les gens sont quand même intéressés à aller donner de la donnée dans une optique de recevoir quelque chose de mieux. Donc, mais c'est clair qu'on sait que dans certaines entreprises, c'est plus strict. Souvent, ce qu'on va voir dans ces entreprises-là où c'est plus strict, c'est que la donnée va demeurer dans des hébergés à des endroits qui vont être très, très sécurisés. Puis au lieu de sortir la donnée, on va sortir des indicateurs que personne n'est capable de comprendre. C'est le type A, le type Z, le type X. On voit souvent ça dans le domaine financier. Donc, cette donnée-là, elle est crunchée, pour utiliser un bon terme français, dans un environnement externe, puis elle va être ramenée pour qu'elle soit exploitable. Donc, on garde comme ça la confidentialité des données, l'information dans des systèmes externes.
Parfait, merci. Alexandre, peut-être ramener là, dans quelques minutes la grille, parce qu'il y a des questions par rapport à ça, là, des exemples et tout ça, mais je te laisse le temps de te préparer puis trouver la bonne page à ta présentation. Ouais. Petite question, en fait, il arrive à l'occasion où les données obtenues, par exemple, de la part d'un formulaire, sont contradictoires avec des données comportementales. Exemple, un choix de catégorie de spectacle versus les achats ou la catégorie de livres versus les achats. Comment recommandez-vous de gérer ça? Bien, moi, ce que je dis souvent, c'est la donnée comportementale vaut beaucoup plus cher que de la donnée fournie dans un formulaire. J'avais fait ça fait quand même 25 ans là, que je suis dans le marketing relationnel. J'avais fait un exercice avec Québec Loisirs il y a très longtemps, dans le début des années 2000, où on avait regardé effectivement ce qui se passait. Et l'élément est le suivant, c'est que la personne qui est sur votre site présentement, elle a une recherche, elle a un besoin X qui est le besoin du moment. Est-ce que ça veut dire que c'est son besoin toujours? Ce qu'on avait réalisé, c'est que, par exemple, quelqu'un qui allait sur le site pour acheter un livre pour son enfant, parce que c'était la fête de son petit enfant, mais là, ce qu'elle disait, c'est qu'elle cherchait un livre pour enfants. Mais finalement, on se rendait compte que cette personne-là, si vous connaissez le modèle à Québec Loisirs, c'était des livres, je pense, à tous les mois. Cette personne-là, c'était une fois par année qu'elle demandait. Donc, mais comme ce mois-là, c'était le livre qui l'intéressait. Donc, on avait réalisé à ce moment-là que oui, c'est bon d'avoir un formulaire pour capter une première donnée, mais c'est vraiment le comportemental qu'il faut venir prendre l'information, il faut traiter cette information-là, de savoir ces pages-là qu'elle a visitées, c'est cette catégorie de produits-là ou cette catégorie d'événements-là ou ce membership-là, puis que là, c'est basé là-dessus que vous allez être capable, c'est beaucoup plus pertinent si on utilise le comportemental que vraiment ces formulaires-là. Mais les formulaires peuvent être une bonne base pour une première captation de données. Un que j'aime beaucoup, là, puis après, les emails sont so-so, là, pour être franche, là, mais Adidas, je trouvais qu'ils ont un beau modèle où est-ce qu'ils demandent le sexe, puis c'est un modèle sur plusieurs pages. Je ne sais pas s'il est encore là, by the way, là, mais il y a plusieurs pages qui te demandent c'est quoi le sport. C'est comme moi, je l'ai fait, je l'ai dit, je suis une golfeuse, j'ai dit que c'est du golf, donc ce que je reçois, c'est vraiment des emails avec des éléments sur le golf. Ils savent que je suis une femme, donc c'est des photos de femmes. Il y a quand même une approche à utiliser qui peut être efficace là-dedans, mais après ça, c'est vraiment un comportement qu'il faut regarder. Oui, puis si je peux ajouter, dans le fond, quand vous allez aller chercher de la donnée là, dans un formulaire que la personne va indiquer, on peut voir comme souvent, ça peut être varié, là, ça peut être ou bien une trame de fond, tu sais, comme on parlait de l'achat de livres pour un enfant, c'est peut-être parce que c'est proche de Noël, puis là, il achète un livre pour sa petite fille. Là, tu sais, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, mais de manière générale et globale, ce qu'il indique, c'est sa vraie tendance. Donc, le comportemental, souvent, va avoir une notion de temporalité par rapport à la donnée qui a été captée. Là, il y a toute une question de stratégie qui va aller de marque en marque, parce qu'évidemment, le cycle d'achat va varier ou le cycle comportemental va varier selon l'ensemble de ce que vous offrez en tant que marque. C'est là qu'il va y avoir différents éléments, mais c'est là, justement, que ça prend la capacité d'analyse et de stratégie par rapport à ça. On ne peut pas se fier à la donnée telle qu'elle. Il faut avoir la réflexion derrière de dire, ben c'est celle-là qu'on va utiliser parce que, logiquement, c'est ça. On va l'essayer, on va varier, on va mesurer pour être sûr que nos hypothèses sont les bonnes au travers de tout ça. Là. Parfait. Concernant la grille, en fait, justement, on m'a demandé, bon, est-ce que c'est possible d'avoir des exemples concrets, mais évidemment, il y a aussi le niveau 6 qui amène un peu plus d'espoir et de défis parce que là, bon, de quelle façon on s'y prend pour travailler? T'sais, on est déjà comme super occupé. Comment on peut s'y prendre pour monter 15 différents messages pour parler à ces 15 différentes personnes-là? Donc, ça, c'est une question. Puis aussi par rapport au ciblage, ben si on se rappelle, c'est par rapport aux communications, tu disais, Alexandre, je l'ai plus, mais communication numérique sociale. Bref, adapter un petit peu, avoir un message beaucoup plus court, par exemple, pour un type de génération. Est-ce que ça fait en sorte que, par exemple, les longues infolettes deviennent désuètes? Donc là, c'est un peu là, dans je garoche ça. Vois si tu es capable de tricoter une réponse là, par rapport aux questions soulevées. Là. Question qui mérite un webinaire au complet, je pense. Effectivement. Si on va au niveau de la grille, là, parce qu'on l'a présenté la grille avec Sébastien Giroux à l'automne dernier. Il y a vraiment, le webinaire a été enregistré. Je pense qu'il est sur notre site web. Je ne sais pas si Catherine
elle peut confirmer, mais à mon avis, sur le site web, on a vraiment passé un peu c'est quoi les différentes étapes pour se rendre là. C'est important de savoir, c'est que la majorité des clients présentement, on en a 2, 3, 4. On a quand même quelques-uns qui font des communications génériques, mais quand même, la majorité font au moins un peu de segmentation. Lorsqu'on parle de la personnalisation basique, segmentation basée sur le profil, c'est comme on dit, ben si un client, c'est pas un client, il est de telle région, il fait telle chose. On parle de segmentation comportementale, c'est est-ce qu'il est client ou pas client. Fait que là, on va chercher vraiment dans sa donnée, dans les éléments qu'il a fait. Et lorsqu'on va dans l'automatisation, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Fait que la segmentation comportementale, ça va être, si je vais cibler un client, par exemple, que ça fait 6 mois qu'il a ouvert une infolette pour lui demander de se réengager. Ça, c'est du comportemental. On fait une segmentation, on fait un message. Quand on va dans l'automatisation, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, je fais la même chose, sauf qu'au lieu d'envoyer le message à la main puis de faire un groupe une fois par année, ben, je vais faire un groupe de façon régulière et mon groupe va s'automatiser à chaque fois. Mais l'automatisation comportementale, c'est aussi sur du temps réel. J'expliquais tout à l'heure avec Alexandre l'exemple de la QT qui envoie une communication parce qu'Alexandre a cliqué sur un lien. Je ne sais pas si c'est une segmentation comportementale ou une automatisation, mais ça aurait pu être une automatisation où on dit le lendemain que la personne a cliqué a visité cette page-là, tu lui envoies ce email-là. Comme ça aurait pu être, renvoie ces emails-là à ceux qui ont cliqué sur le lien. Je ne sais pas c'est lequel des deux, mais quand même, ça peut être entre les deux. Et l'hyper-personnalisation de la source, c'est pour ça qu'on dit que ça prend des outils, ça prend des bases de données de contenu. On n'a pas beaucoup abordé cet élément-là, peut-être que ça pourrait être effectivement le prochain, mais comment on génère des messages pour que justement, on ait le temps de générer nos différentes versions de messages. On a plusieurs outils là, qui existent, il y a plusieurs solutions qui existent. On a déjà parlé de la matrice de personnalisation, on a des outils de dimension. Ça fera l'objet peut-être d'un prochain webinaire vraiment. Puis peut-être au niveau de la personnalisation prédictive, là, on va vraiment plus dans des modèles sur mesure de AI. C'est vraiment des modèles qui vont être développés souvent dans du cloud, là, où est-ce qu'on va aller chercher de la donnée. Cette donnée-là va être rendue disponible dans des outils comme tu dis à Dialog Insight, vos outils d'automatisation, peu importe. Mais c'est vraiment, là, on parle du next best offer. C'est plus le je te recommande des produits, c'est que je te recommande la meilleure offre pour toi cette semaine. Voici mes 1000 offres. Voici l'offre qui devrait, toi, correspondre à toi. On va dans le next best action, on dit, toi, c'est ce canal-là, c'est cette communication-là qui est priorisée à ce moment-là. Donc, on va vraiment, tout ça, c'est piloté par de l'IA qui est vraiment plus du sur-mesure. J'ai été capable de répondre, je pense, un peu aux questions, mais peut-être qu'on pourra creuser justement au niveau de comment on fait l'hyper-personnalisation. J'ouvre l'idée pour que ce soit peut-être le prochain sujet d'un webinaire de Dialog Insight pour qu'on puisse montrer des exemples de. Oui. Je peux rajouter une petite couche là-dessus. Tu sais, la description des étapes, là, Pascal, c'était parfait. Là. La seule peut-être notion que je rajoute, c'est quand on parle d'automatisation comportementale, dans le fond, c'est on automatise le life cycle. Tu sais, c'est un peu ça, là, pour le bien le penser, là, c'est là qu'il y a la variation. C'est quand ton cycle client, puis souvent 3 et 4 vont être les deux un peu en même temps, dans le sens qu'on va faire de la segmentation comportementale. Et là, quand on a le bon point, on va commencer à l'automatiser. Puis on va continuer à faire de la segmentation. Puis là, on va l'automatiser. Donc, à partir de là, on construit campagne par rapport à votre cycle de vie. L'autre chose que je veux dire, c'est je ne ferai pas un bon travail de moi de dire que si vous ne savez pas comment vous rendre de l'étape où vous êtes à l'étape que vous désirez, ne pas oublier que on a des équipes par rapport à ça. Nos Customer Success Managers, ça ferait un plaisir de vous aider à construire un plan pour vous aider à pouvoir progresser dans cette maturité-là et être capable d'atteindre vos objectifs par rapport à ça. On est là pour cela.